Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc une petite canalisation aujourd'hui, petite ou longue, j'en sais rien, un petit peu particulière, qui va partir en fait d'une expérience personnelle. Euh, je ne, je ne sais pas tellement comment qualifier cette expérience très honnêtement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de messages à tirer de ça et à transmettre là-dessus. Donc le moment où je fais cette guidance, on est le 9. Oui, c'est ça, le 9 mai. Il est 19h16. Et ça a été une journée un petit peu bizarre aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup de messages ce matin sur les notions de comportement critique, moqueur. Vous savez, c'est humain, hein, on fait tous ça. Ces comportements qu'on peut avoir, ces réactions qu'on peut avoir face à des personnes qui sont souvent en situation soit d'apprentissage, soit qui ne savent pas comment faire quelque chose, ou alors qui débutent à quelque chose. Parfois, pendant longtemps, avant de mettre de la conscience dessus, on peut avoir des réactions, des attitudes de jugement en fait. De jugement, des comportements très critiques, des comportements moqueurs, ou parce qu'on a des convictions, par exemple, on va estimer que si une personne fait quelque chose qui contredit ses convictions, elle se trompe en fait, et on va rentrer dans la critique et dans la moquerie, etc. etc. Donc j'avais beaucoup ça ce matin. Voilà, sans forcément comprendre pourquoi, et puis... donc nous sommes le 9 mai, le 9 mai 2024 et aujourd'hui mon grand-père est mort. Le père de ma mère est mort aujourd'hui. Et donc l'intégration est en cours. Pour l'instant, elle ne m'a pas frappée de plein fouet, je dirais. Mais je vais me servir de ça pour passer un certain nombre de messages très liés à la blessure de l'humiliation. Et très liés à cette forme de dépendance qui nous fait aller vers des personnes, que ce soit sur la sphère amicale, sur la sphère professionnelle, sur la sphère romantique, qui nous fait aller vers des personnes qui sont incapables de réciprocité, mais vers lesquelles on va parce que on essaye encore et toujours de leur prouver qu'on est digne d'amour, ou qu'on est juste digne, ou qu'on a de la valeur en fait. Et mon grand-père est le parfait exemple pour ça, en vérité. Mais je pense que toutes les personnes de sa génération, donc 90 ans de la génération de ma mère, donc 70 ans de ma génération, 40 ans, et probablement des gens d'à peu près 30 ans aussi, aujourd'hui vont être concernés par ces reliquats d'éducation, d'accord, que 3 ou 4 générations avant la mienne, les parents avaient et qui sont en fait, et dont les conséquences aujourd'hui dans notre sphère relationnelle de ce besoin de prouver la valeur qui est la nôtre, en allant vers des personnes incapables de réciprocité, on voit encore ces conséquences-là en fait aujourd'hui de ça. Enfin, ce sont les conséquences de ces manquements en fait, en tant qu'être humain à peu près conscient de soi-même. Donc nos grands-parents, si vous avez mon âge, ou vos parents, si vous êtes un petit peu plus âgés, mais même vos grands-parents, étaient à leur époque absolument incapables de gérer leur trauma, de gérer leur transgénérationnel, parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait plus, en fait, c'est pas qu'il n'y avait pas, c'est qu'il n'y avait plus de culture liée à ça, et plus d'apprentissage lié à ça, parce que merci l'Église, merci la chasse aux sorcières, merci la perte du savoir humain, de la mémoire humaine, enfin bref, peu importe, tout des siècles et des siècles d'ignorance, enfin d'obscurantisme plus spécifiquement. Et donc tout ça a été passé à nos parents,
qui ont vécu une période, souvent des modes de vie très orientés sur la survie en fait, très orientés sur la survie, et donc des parents souvent beaucoup plus conscients que les grands-parents que quelque chose ne va pas, mais pour autant incapables de le régler quand même parce que le mode survie ne leur laisse pas le temps, l'espace, le loisir de s'attaquer à ce genre de choses. Et puis après, après il y a nous. Voilà, et donc nous, on se ramasse tout ça parce que l'époque dans laquelle on vit est beaucoup plus propice au déploiement de la conscience, en fait. Elle a plus de place pour exister. Alors, c'est pas vrai dans toutes les franges de la population, c'est pas vrai dans toutes les sociétés, mais dans la nôtre, je pense que globalement, c'est comme ça que ça marche depuis au moins les 4 ou 5 dernières générations, et puis bien évidemment avant, mais particulièrement les 4 ou 5 dernières. 6, 7 aussi j'ai. Bref, et donc si je reviens à mon grand-père qui va nous servir de catalyseur pour cette canalisation, mon grand-père c'était pas un homme bon. Voilà, la bonté c'était quelque chose qui je pense lui échappait complètement. C'était un homme qui pouvait être très méchant, très brutal dans ses mots et dans ses actions parfois. Avec beaucoup de ressentiment par rapport à la vie, parce que la vie, c'est pas que la vie ne lui a pas apporté ce qu'il voulait, c'est que la vie, au travers de son propre père, au travers de sa femme, au travers de ses enfants, au travers de ce qu'il a construit dans sa vie, la vie l'a empêché de faire ce qu'il voulait, en fait, selon son propre point de vue, bien évidemment, pas forcément une réalité. Mais voilà, un homme méchant. Je peux le dire simplement parce que avec cet héritage de la dureté de l'homme et de la faiblesse de l'émotion, la faiblesse de la sensibilité, et puis je cogne d'abord, et puis on verra après si on parle. Enfin, ce genre de choses. Et quand j'étais petite, vraiment jusqu'à 4, 6, 8 ans, enfin bref, quand j'étais toute gamine, j'étais très particulière, donc sachant que j'avais 4 cousins de mon âge, donc on était une petite équipe de 5 gamins, 4 garçons et une fille, et j'étais au milieu de tous ces enfants très particulière. Voilà, très bizarre peut-être, mais surtout très éveillée, très particulière. Et je suivais mon grand-père absolument partout comme un petit chien. Mais vraiment comme un petit chien. Je faisais tout avec lui. J'allais au jardin avec lui, je me cachais dans le garage avec lui, je jouais avec lui, enfin bref, je le suivais absolument, absolument partout comme un petit chien. Ce qui a évidemment beaucoup, beaucoup flatté son ego parce qu'en plus j'étais très éveillée, même intellectuellement, très véloce, très rapide, très vive, comparée à mes cousins. Et donc, bien évidemment, je suis devenue sa préférée. Sa préférée à mon corps défendant, bien évidemment, parce que moi, j'avais rien demandé, mais c'était comme ça. Et donc, mon grand-père a projeté sur moi énormément d'attentes. Et je sais pas pourquoi il avait cette image de moi, mais vous savez, dans les anciennes générations, on ne réussissait sa vie que si on était notaire, médecin, avocat, enfin voilà, ce genre de choses. Expert comptable, enfin bref, tout ça. Et donc il était absolument persuadé, et je pense qu'il est resté absolument persuadé toute sa vie, ou pendant très 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 longtemps, que j'allais faire une fac de droit et que j'allais finir avocate. Donc je pense que la déception a été grande. Un jour, il m'a exprimé cette déception, d'ailleurs.
Mais en fait, ça a pesé bien évidemment profondément sur moi. Et là, on vous parle de ça en fait aujourd'hui. On vous parle de ces relations-là, très liées au masculin en général, que vous soyez un homme ou une femme, à ces relations-là, le grand frère, le père, le grand-père, l'oncle, le tuteur ou la figure masculine, vraiment là où les figures masculines prépondérantes dans votre enfance, qui ont projeté leur désir particulièrement de réussite sur vous. Mais la réussite, ça peut être, voilà, c'est personnel, et la réussite telle que la voyait mon grand-père, c'est pas forcément telle que la voyait votre grand-père ou votre père. Et ce mécanisme-là, en fait, ça crée à l'intérieur de nous le besoin, alors conscient, inconscient, hein, ça se manifeste de plein de façons dans notre vie, particulièrement au travers de la blessure d'humiliation, donc ça c'est un sujet. C'est vraiment un gros sujet ici, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous appelle, cette notion de blessure-là, de blessure d'humiliation. Mais donc ça crée vraiment chez nous ce désir, cet appel, cette appétence, presque cette obsession dans certains cas, de réussir certes, mais plus généralement d'avoir cette obsession de prouver de quoi on est capable. Et plus spécifiquement cette espèce d'obsession ou ce comportement maladif de prouver qu'on a de la valeur. Et ça prend naissance dans quoi ? C'est dans le fait que les attentes qui ont été projetées sur nous sont souvent, elles sont bien évidemment très intimes, elles appartiennent à la personne. Et donc bien souvent, nous en tant qu'enfants, on prend, enfin, moi je sais que j'ai pris une route extrêmement différente. Mais souvent on va prendre une route différente, et même si on prend la même route, on va souvent ne pas la prendre de la même façon, c'est-à-dire qu'on va essayer quand même de faire les choses à notre façon. Sachez que c'est un message ici qui est particulièrement fort pour les personnes qui justement auraient pris une route vraiment quasiment diamétralement opposée. Vous n'échappez pas à cette... ça n'est pas parce que vous avez fait les choses complètement différemment que vous avez échappé en fait à ce conditionnement-là. Au contraire, il est très présent, mais d'une façon probablement très subtile. Et vraiment, il se cache dans ce besoin de prouver la valeur qui est la nôtre, et notamment qui se manifeste notamment dans nos relations amicales, professionnelles aussi. Professionnel sera plutôt des comportements qu'on va adopter, d'accord, ou des gens auprès de qui on va s'identifier, ou alors des gens qu'on va envier en fait dans le domaine professionnel. Mais au niveau de la sphère amicale et de la sphère romantique, ce sont des conditionnements qui vont nous pousser à aller vers des personnes qui sont incapables de nous rendre l'appareil, qui sont incapables de réciprocité, et nous qui continuons à vouloir leur prouver qu'on est digne d'être aimé et qu'on a de la valeur, et voilà, et on a besoin de prouver quelque chose, parce que finalement, l'attente qui a été, qui nous a pesé dessus, qu'on nous a collé dessus, elle était, on me dit, complètement déplacée, c'est-à-dire absolument pas en phase avec, en général absolument pas en phase avec qui on est. Et donc, il y a cette partie très inconsciente de l'enfant et en même temps très consciente d'elle-même, qui sait très bien qu'il est incapable de répondre à cette attente-là, parce que ça n'est pas lui. Ça n'est pas ce qui l'intéresse dans la vie, ça n'est pas ce qu'il veut faire. Et donc, mais en même temps, ça crée le besoin. Mais donc, en même temps, comme il y a cette conscience quelque part que on va être incapable de satisfaire cette attente, en répercussion, en conséquence de ça, il y a ce besoin très fort de prouver en permanence qu'on est capable, de prouver sa valeur en permanence. Et donc c'est un mécanisme qui est pendant très longtemps extrêmement dommageable par rapport à l'estime de soi-même. Et donc les gens en face de nous qui sont plus stables,
plus assurés, qui ont l'air de maîtriser, qui ont l'air d'être alignés, qui ont l'air, voilà, qui dégagent cette énergie d'assurance, de charisme, de maîtrise d'eux-mêmes, peuvent déclencher chez nous pendant très longtemps justement des réactions de rejet, où on peut, sans en être conscient pendant très longtemps, les attaquer, les critiquer, les juger, se moquer, et ça c'est quand on est à cet extrême-là du spectre, et l'autre extrême de ce spectre-là, mais qui prend naissance au milieu dans la même source, ça va être la victimisation, ça va être l'autoflagellation, ça va être l'apitoiement, et ça va être aimez-moi, 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 j'ai de la valeur, ok, je suis digne d'être aimé, surtout aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. La racine est la même, la source est la même, mais selon les gens, ça peut se manifester différemment, ou alors, dans votre sphère professionnelle, ça va se manifester au travers de ça, d'une critique, d'une moquerie, d'un jugement par rapport aux gens qui seraient plus lents, moins bons, ou en phase d'apprentissage, d'accord ? C'est bien souvent auprès des personnes en phase d'apprentissage, où les personnes sont en train de découvrir quelque chose, que ce côté critique et moqueur peut ressortir, et après dans votre sphère sentimentale, vous pouvez être du côté de l'apitoiement, de la victimisation, et courir après l'autre avec cette attitude, cette vibe, cette énergie qui crie aime-moi, 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 et qui en fait est hautement répulsive. Parce que quelqu'un qui vous court derrière en vous disant aime-moi, 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 souvent vous fuyez vous fuyez, vous essayez de partir très très loin. Et donc on vous invite ici à prendre conscience des normes qu'on a essayé de vous imposer. Que ce soit un métier, que ce soit une façon de vivre, que ce soit dans vos choix de partenaires, que ce soit dans vos convictions politiques, hein, c'est possible aussi, que ce soit dans n'importe quoi, absolument n'importe quoi. On vous invite à prendre conscience de ça aujourd'hui. Mon grand-père vous invite à prendre conscience de ça, de ces normes qu'on vous a... C'est pas des normes qu'on vous a imposées, c'est des normes qui ont été établies par votre ego en réponse aux attentes qu'on a fait peser sur vous, en fait. Le schéma est plutôt celui-là. Et donc, qui continue à faire passer le besoin, certes, mais l'approbation et la validation des autres avant la vôtre. Voilà. Donc, essayez de voir dans votre vie, justement, sur quels sont les... Parce qu'on a tous ça, hein, on a tous ça. On peut s'être débarrassé de certaines choses, mais après la problématique, c'est que quand on l'a compris, que quand on l'a réalisé, qu'on se rend compte de l'espace que ça prenait dans notre vie. Mais peut-être que vous pouvez vous questionner là-dessus, justement, les espaces dans votre vie où vous continuez à privilégier l'approbation des autres plutôt que votre propre besoin, en fait, votre propre écoute. Désolée, j'ai mis sur pause pour faire rentrer le chat. Voilà, donc ça c'est une première partie du message. La deuxième, enfin une autre chose ici qu'on vous invite à réaliser sur tout ce mécanisme-là, en fait, qui prend vraiment naissance dans les attentes qui ont pesé sur nous, que l'on a fait peser sur nous, et des normes que notre ego a dû créer, en fait, à l'intérieur de nous pour rendre ça, entre guillemets, logique et acceptable à l'intérieur de nous, pour continuer à être, pour devenir plus spécifiquement, pour être de moins en moins nous-mêmes et devenir de plus en plus ce que notre mère, notre père, notre grand-père attendaient de nous. Notre ego met en place les normes pour ça, en fait, hein, pour devenir ce qu'on attend de nous, pour continuer à être aimé, accepté et faire partie de la famille qui est la nôtre. Et donc, l'autre chose sur laquelle on veut attirer votre attention, c'est que c'est un mécanisme aussi qui va nous mettre plus facilement dans la victimisation, ce coup-là, mais
Voilà, on peut avoir victime et bourreau ici très fortement, selon le choix de vie que vous avez fait, ou selon la situation, hein, parce qu'on est, le triangle de Cartman, c'est pas quelque chose de fixe, hein. On est à la fois sauveur, à la fois victime, à la fois bourreau, selon les personnes, selon les situations. Et donc, l'autre chose en termes de comportement issu de conditionnement sur lequel on vous invite à mettre de la conscience, à mettre de la lumière par rapport à tout ça, si ça résonne avec vous, c'est le fait d'accepter quand les autres nous jugent égoïstes. C'est-à-dire que au travers de ce genre de comportement-là, il y a des moments dans la vie où il y a un espèce de sursaut à l'intérieur et on se dit mais non en fait, là je voudrais faire les choses pour moi, je voudrais faire ce qui est important pour moi. Et souvent la réaction des autres en face, alors pas forcément de tout le monde, mais notre conjoint, les membres de notre famille qui nous ont toujours connus dans la victimisation, d'accord, ou dans les normes qui ont été construites, vont nous juger extrêmement, extrêmement égoïstes. Parce que d'un seul coup, on n'agit plus en fonction d'eux, on agit en fonction de nous. Et donc ça donne notamment des parents ou des grands-parents qui vont nous juger égoïstes pour nos choix de vie. Des parents qui vont nous juger égoïstes parce qu'on déménage à 500 km. Des parents ou des grands-parents qui vont nous juger égoïstes parce qu'on ne prépare pas leur fin de vie, ou enfin, des choses comme ça. C'est vraiment cette notion d'égoïsme qui est ici très particulière en fait, et qui se manifeste dans nos vies, notamment par le refus que les autres nous aident et par le refus vis-à-vis de soi-même d'accepter l'aide des autres. Et on veut tout faire par soi-même parce que c'est ce qui va nous rendre capables, c'est ce qui va nous rendre dignes et c'est ce qui va gonfler notre ego et donc nous amener, ce qui n'est pas le cas, absolument pas, hein, c'est complètement virtuel, mais nous amener, nous apporter plus de valeur, comme la façon dont le monde, c'est comme si à chaque fois que vous refusez de l'aide de quelqu'un, c'est comme si vous accrochiez un trophée virtuel à l'intérieur de vous. Voilà. Et ça, c'est le même mécanisme en fait. Ça prend naissance dans la même source, où on a attendu de vous des choses très particulières, notamment en termes de succès, en termes de réussite, en termes de carrière, en termes de réalisation ou en termes financiers. On a attendu des choses de vous au niveau de la ressource matérielle, d'accord, au niveau de ce que vous possédez ou de ce qu'on attendait que vous possédiez en fait. Et toutes les fois où vous avez bifurqué un peu par rapport à ce chemin-là, ou le jour où vous avez décidé que vous ne le ferez plus, vous êtes devenu égoïste. Pourquoi ? Parce que vous avez arrêté de répondre aux attentes de ces personnes ou de cette personne. C'est quelque chose qu'on peut retrouver beaucoup chez les mères africaines et nord-africaines, dans les éducations musulmanes, dans les éducations issues du Maghreb, ou dans toutes les éducations latines en fait, sud de la France, Italie, Portugal, enfin ces zones où la mère prend énormément de place dans la famille. Ça peut être quelque chose vraiment c'est quelque chose de très typique aussi à ces zones-là. Mais pas que, hein. En tout cas, on m'envoie le message ici comme ça, donc ça doit servir à certaines personnes où on vient vous dire c'est pas de votre faute en fait, vous n'avez rien fait de mal. Comprenez juste que ce sont les attentes qu'on a projetées sur vous, qui sont premièrement irréalisables parce qu'elles ne vous appartiennent pas, ce ne sont pas les vôtres, et qui sont en fait complètement abusives. Okay, vous n'êtes pas égoïste parce que vous avez décidé de vivre votre vie comme vous l'entendez. On a fait peser sur vous des attentes complètement abusives et infondées.
complètement infondée. Et donc pour certaines personnes qui auraient du mal à demander de l'aide, on vous invite à envisager que la source, c'est celle-là. Okay, à chaque fois que je ne demande pas d'aide quand j'en ai besoin, c'est comme si j'accrochais un nouveau trophée dans ma chambre virtuelle et papa, il va être fier de moi. Voilà, c'est exactement ce mécanisme-là ici. Donc, vous n'êtes pas égoïste parce que vous suivez votre chemin de vie. Vous n'êtes pas égoïste parce que vous faites les choses à votre façon. Vous n'êtes pas égoïste parce que vous décidez de vivre selon votre cœur, absolument pas. Au contraire, prenez conscience d'à quel point vous avez été abusé en fait, et d'à quel point on a fait porter sur vous des attentes abusives, et probablement à quel point on continue à faire peser sur vous des attentes abusives. Voilà. Vous n'avez pas besoin de satisfaire les besoins des autres pour être aimé. C'est pas comme ça que ça marche. C'est absolument pas comme ça que ça marche. Votre valeur ne se résume pas à ce que vous pouvez faire pour les autres. Pas du tout. Votre estime de vous-même n'a pas à se bâtir sur la réponse aux attentes et aux besoins que vous pouvez apporter à vos parents, à vos grands-parents, à vos frères et sœurs, etc., etc., etc. Écouter les autres, les besoins des autres, c'est important, parce qu'on est tous dans l'interdépendance, bien évidemment. Mais ça doit partir de la bonté, pas de l'obligation. Et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne ou quelqu'un d'égoïste si vous écoutez vos besoins avant ceux des autres. Ça n'est pas parce que vous écoutez vos besoins avant ceux des autres que vous allez arrêter de faire preuve de bonté envers les autres, absolument pas. Vous allez juste redistribuer un petit peu plus équitablement votre temps, votre argent, votre énergie, votre bonté, votre compassion, votre investissement en fait. Donc voilà, et donc sachez que c'est aussi la problématique de cette situation-là, c'est que c'est quelque chose vraiment d'extrêmement délétère parce que ça nous déconnecte vraiment pendant très longtemps de la joie en fait, parce qu'on n'est jamais à la hauteur. Et si on n'est jamais à la hauteur, eh ben, il faut toujours trimer, il faut toujours travailler, il faut toujours faire mieux. Et en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour la joie, on n'a pas le temps pour le plaisir, on n'a pas le temps pour la paresse, on n'a pas le temps pour le fait de profiter, on n'a pas le temps en fait pour tout ça parce que on a autre chose à faire en fait. On doit prouver ce dont on est capable tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, prendre conscience de ça, solutionner ça, bien évidemment, mais dans un premier temps, prendre conscience de ça, ça va vous permettre de vous reconnecter à cette joie, toujours un petit peu plus en fait, et gagner un petit peu, voire beaucoup, en légèreté par rapport à votre propre vie, par rapport à qui vous êtes devenu en fait en tant qu'adulte. Okay, même si vous n'êtes pas du tout à la hauteur des espérances qu'on avait pour vous, vous êtes devenu quand même quelqu'un, vous êtes devenu vous, et c'est je veux dire être soi, véritablement soi, c'est-à-dire se pencher sur ses conditionnements, se pencher sur ses normes, s'en défaire, désosser nos blocages, c'est ça qui nous rapproche de nous toujours plus. Mais tout ce que vous avez à faire dans cette vie, c'est devenir vous. Donc c'est arrêter de vivre selon les attentes des autres. Mais la première étape de ça, c'est d'en prendre conscience. Donc voyez comment cette guidance résonne pour vous, de quoi elle vous parle. Avec ce besoin d'être à la hauteur, ce besoin de prouver aux autres, etc. etc. Et voilà, et donc un autre grand... Donc l'impossibilité à être dans la joie est un indice important par rapport à si vous êtes concerné par cette problématique. Un deuxième indice, c'est l'incapacité à demander de l'aide. Okay, parce qu'il y a vraiment cet espace à l'intérieur où on me dit on fait les comptes, c'est-à-dire qu'on compte. À chaque fois qu'on a refusé de l'aide ou qu'on n'est pas allé chercher de l'aide quand on en avait besoin, on avait plus de valeur. On avait une image, vous savez, comme les images à l'école. Donc ça, c'est un deuxième indice très important qui peut vous éclairer. Et aussi la difficulté dans certains contextes, situations relationnelles, parce que c'est forcément lié à une autre personne en face,
des réactions où vous n'arrivez pas à être dans la bienveillance, vous n'arrivez pas à être dans la bonté, vous êtes dans la critique, vous êtes dans le jugement, vous êtes dans la moquerie en fait. Donc soit sur cet extrême du spectre, soit sur la victimisation et l'apitoiement, face à ce que fait quelqu'un en fait. Voilà, je me souviens, j'ai un exemple un petit peu pour ça. Luciole, stop. J'étais sur une page Facebook, je sais plus de qui, et je lisais les commentaires en dessous d'un post, et je vois une nana qui laisse un commentaire en se moquant, pour rester polie, mais enfin, en gros elle se foutait de leur gueule, et elle était éminemment dans le jugement et éminemment critique face aux gens qui faisaient du yoga moderne. Voilà. Parce que selon ses convictions et ses croyances à elle, le yoga moderne n'a rien à voir avec les origines du yoga. Effectivement, le yoga moderne n'a rien à voir avec les origines du yoga, mais ça n'en fait pas une mauvaise chose, absolument pas. Donc c'est ce genre de réaction-là où on a des certitudes, on a des convictions, et quand les autres ne respectent pas ça, directement on est dans le jugement en fait. Ça vient de là aussi parce que ça vient attaquer en fait quelque chose à l'intérieur de nous qu'on maîtrise, sur lequel on sait qu'on est bon et qu'on a raison, et donc qui nous permet de nous mettre en valeur, et donc de descendre les autres. Ça nous fait, au niveau égotique hein, bien évidemment, nous sentir mieux. Ça peut être aussi, j'ai cette image aussi de quelqu'un qui serait en train de travailler, je sais pas, sur peut-être un atelier à la chaîne ou des choses comme ça, enfin deux personnes qui font la même chose, et il y en a un qui est là depuis plus longtemps, et il y en a un autre qui est là depuis pas très longtemps et qui galère en fait, qui a vraiment du mal, et donc plutôt que de proposer de l'aide, on va être dans la moquerie. Il est nul celui-là, hein. Vraiment il va pas vite. Hein. Il n'est pas débrouillard ou ce genre de choses. C'est ce genre de comportement-là, en fait, où la réaction automatique que vous avez n'est pas une réaction de bonté et de bienveillance, mais de jugement, de critique et de moquerie. Ou alors de victimisation, d'autoflagellation. Oh, je suis trop nul, etc. etc. Et pour lesquels vous refusez de demander de l'aide. Et ça vient de la même source, ça vient de la même origine. Donc, voilà. Sachez que ce qu'on me dit, c'est que de prendre conscience de ça, d'agir sur ça, c'est éminemment libérateur. Comme je le disais, ce genre de choses, il n'y a que quand on en prend conscience qu'on se rend compte d'à quel point c'est présent dans beaucoup de choses dans notre vie. Mais c'est vraiment agir sur ça, quelque chose qui va vous libérer d'un très très grand poids. Le poids de ces attentes ici, il est énorme. Ça devrait aussi, je pense, modifier votre rapport aux autres, ça devrait modifier vos liens affectifs au sens large, parce que justement, vous n'aurez plus rien à prouver aux autres, et vous serez capable d'accepter que l'on puisse vous aimer, vous apprécier juste pour ce que vous êtes. Voilà, pas plus. Et donc ça vous permettra aussi sans doute d'arrêter d'aller vers des personnes incapables de vous rendre l'appareil, incapables de réciprocité, et des gens qui vont continuer à projeter leurs attentes sur vous en effet miroir en fait. Donc mettre en lumière ce genre de mécanisme, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un effet très très important et très positif sur votre sphère relationnelle. Et toute votre sphère relationnelle. Donc, attendez-vous à un changement très positif. À partir du moment où vous aurez compris des choses là-dessus, mis des choses en lumière, œuvré dans ce sens-là, ça va débloquer beaucoup de choses sur la sphère affective et potentiellement dans vos relations familiales. Voilà pour cette canalisation. Est-ce que j'ai autre chose ? Merci. Voilà, on me dit merci. Merci à mon grand-père. Et puis tout simplement merci. Donc voilà, je vais vous tirer une petite carte.
Non, je vais pas prendre ça, je vais prendre ça. On va prendre le petit oracle du tarot. Et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Ok. Et on a le 4 d'épée. La réflexion, la méditation, l'introspection. Comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Donc, il y a des choses qui vont être mises au clair ici. Il y a besoin de mettre au clair certaines choses. Les mots justes sont à ta portée, ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis. Comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Donc, on vous invite ici à mettre les choses au clair et à mettre des mots. Donc les mots, l'accompagnement, la thérapie, l'échange, le partage. Voilà. On vous invite à mettre des mots sur vos mots, MAUX, pour justement prendre un petit peu plus la mesure de tout ce qu'on vient d'aborder ici dans votre vie, si ce que je raconte vous parle, sachant qu'on est à divers degrés absolument tous concernés par ça. Donc voilà pour ce petit message, pas forcément si petit, d'aujourd'hui. Voilà. Du coup, sur une autre note plus spécifique, je vais descendre dans le sud-est dans les jours prochains. Donc il y a peut-être 4-5 jours où il n'y aura rien en fait. C'est possible, je ne sais pas, mais on verra. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.